Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin consacré à la situation en Israël après l'attaque de l'Iran ce week-end. L'heure est désormais à la désescalade. Nos invités ce matin, Christian Parizeau, Marc Rochet, David Rigoulet-Rose et Benaouda Abdedaïm. Juste avant de rentrer dans le débrief, on va prendre la direction de Tel Aviv pour retrouver Élise Phillips. Élise, on attend des nouvelles de la riposte israélienne. Élise Phillips qui nous attend depuis Tel Aviv. Est-ce que vous êtes là, Élise? Alors, elle n'est pas là. Alors, on continue en plateau, nous-mêmes, avec nos corps. Ici, c'est parti pour notre débrief. Je le disais à l'instant, on attend une riposte, une annonce de riposte israélienne. David Rigoulet-Rose, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous êtes avec nous par Skype. Quelle forme cela peut prendre ? David, est-ce qu'on a David avec nous? Non plus, ça sonne. Eh bien, on va faire avec nos plateaux. C'est parti. Non, je ne fais qu'avec les gens en plateau. Je n'essaye plus à rien d'autre. Benaouda Abdedaïm, cette riposte, si elle n'est pas directe, parce que c'est pas ça exactement qu'on attend. Une riposte directe, ça serait peut-être trop violent, peut-être trop frontal. Une riposte indirecte, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce serait, encore une fois, de s'en prendre aux intérêts des alliés dans la région de l'Iran, de milices, de groupes armés, politico-militaires divers et variés, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Liban, procéder comme procède Israël depuis de nombreuses années, c'est-à-dire bombarder telle ou telle position. Ça serait cela l'attaque indirecte, mais étant donné la configuration de ce qui s'est passé, le caractère inédit de cette tentative d'attaque qui n'a pas abouti, in fine, par l'Iran. Utiliser les anciennes méthodes risque de ne pas être suffisant aux yeux de nombre de composantes de la majorité israélienne au Parlement. Donc de ce point de vue-là, il faut très certainement s'attendre à une réaction qui soit différente, laquelle c'est extrêmement difficile de spéculer pour le moment sans dire des choses sur lesquelles on serait démenti très bientôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Israël, la vie a repris, les écoles ont ouvert, on n'est pas en état d'alerte plus que les autres jours. Marc Rochet, les avions ont même repris. Absolument, et pas qu'en Israël d'ailleurs. Ce qu'il faut remarquer, c'est que effectivement, c'est un événement d'une ampleur exceptionnelle qui s'est passé, mais tout ça dans quelque chose qui a été géré, voire contrôlé. Les espaces aériens des pays voisins d'Israël ont fermé au moment de l'attaque, d'une façon coordonnée, d'une façon synchronisée. Les avions de ligne ont pu, dans la plupart des cas, passer en dehors de ces zones directes de conflit, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, qui survolent d'ailleurs très peu, et tout ça a réouvert rapidement. D'ailleurs, dès 4h30 locales, en heure du matin, dimanche matin, les opérations ont repris, les aéroports ont repris leurs activités. Et il y a eu quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire que ça n'a pas été un choc frontal, ça a été quelque chose de préparé, d'analysé, sans doute de coordonné quelque part. Par qui? Sans doute par les Américains, mais peut-être pas que. Christian Parizeau, normalisation de la situation. Pour l'instant, le baril de Brent n'a pas vraiment bougé. Pas d'inquiétude outre mesure sur les marchés. Non, alors les inquiétudes, on les a eues vendredi quand même, oui. Puisqu'on a vu les marchés ont quand même un peu bougé vendredi. 3 jours après... Mais c'est normal, on a largement intégré cette intervention. Ce qui est surtout important, ce que les marchés vont garder cette semaine, c'est surtout les cours du pétrole, très clairement. Bon, là, les cours du pétrole, ils sont quand même pas mal montés. Il y a une certaine prime de risque géopolitique qui s'est déjà installée. On est à $90. Voilà, on l'a quand même déjà. Voilà, oui, mais on l'a quand même déjà en partie intégré, puisqu'on a eu quand même des statistiques plutôt encore mitigées sur la croissance mondiale. On peut pas dire qu'aujourd'hui, ça justifie forcément un niveau de cours du pétrole à ce niveau-là. Après, je ne vais pas vous le faire au dollar près, mais on sent qu'il y a quand même une petite prime géopolitique. La vraie question aujourd'hui, la vraie question, c'est d'une part, est-ce qu'il va y avoir des sanctions américaines vis-à-vis de l'Iran? Alors moi, je parle que sur la partie pétrole, naturellement. Ça serait, est-ce que on va durcir les sanctions contre l'Iran? A priori, les dernières déclarations américaines vont pas dans ce sens-là. S'il n'y a pas d'escalade, c'est pas le moment d'accentuer les sanctions. Et puis l'autre élément, c'est si vraiment Israël, en mesure de rétorsion,
attaquer tout ce qui est moyen de l'Iran pour extraire du pétrole. Et là, si on avait les installations pétrolières attaquées, ce qui pourrait être logique du côté israélien, puisque ça serait là touché véritablement dans les ressources financières de l'Iran, et là, ça serait une sanction forte, mais à l'inverse, ça ferait réagir énormément les cours du pétrole, avec derrière aussi une possibilité de rétorsion de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, en bloquant le... Donc, on voit qu'il y a quand même encore des incertitudes sur le pétrole, mais le fait qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de jouer plutôt à des escalades, qu'on avait largement intégré cette prime de risque, ça explique en grande partie la relative stabilité des cours du pétrole ce matin. David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, est avec nous par Skype. David, on parle de l'Iran, de cette manne pétrolière importante pour son économie. Toucher au pétrole iranien, c'est quand même aussi toucher à d'autres pays, à d'autres intérêts stratégiques. Ça ne concerne pas que l'Iran, le pétrole iranien. Ah non, ça ne concerne pas que l'Iran, puisque alors de toute façon, le pétrole iranien est quand même sous... il y a des sanctions américaines, mais simplement, il y a effectivement un trafic du pétrole, et notamment avec la Chine, puisque la Chine est un importateur effectivement de ce pétrole iranien. Alors, c'est très difficile d'avoir les chiffres, mais c'est effectivement en plusieurs centaines de milliers de barils. Donc, Alors, après, ça rentre dans on va dire, le marché gris. C'est pas forcément, mais forcément, il y a un impact de toute façon à un moment ou à un autre. Et puis, de toute façon, la crise régionale a déjà un impact en termes pétroliers avec la question de l'insécurité sur le trafic de la mer Rouge, puisqu'il y a un flux pétrolier, effectivement, qui transite par le détroit du Bab el-Mandeb. Et donc, c'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a une prime géopolitique sur le prix du baril. Du côté de la région, Benaouda Abdelrahim, vous nous parliez de la Jordanie ce matin dans Le Monde qui bouge. À retrouver bien sûr en replay un podcast sur l'application BFM Business. Le président de la République a réagi ce matin car il était au micro d'Apolline de Malherbe. On l'écoute. Et donc il nous faut à la fois être aux côtés d'Israël pour assurer sa protection au maximum, mais appeler à une limite pour éviter l'escalade. Il y a des frappes, si elles sont limitées à des intérêts militaires de manière très calibrée, qui pourraient mettre fin, si je puis dire, à ces allers-retours. Mais il faut éviter que, à chaque étape, ce soit un seuil qui soit franchi. Le risque, c'est celui de l'embrasement régional. Et avec l'entrée, si je puis dire, dans ce contexte, maintenant explicite, de l'Iran, c'est un risque d'escalade parce que c'est l'Iran directement comme puissance, mais c'est tout ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire le Hezbollah en Iran, les Houthis qui ont déjà fait plusieurs frappes dans toute la région, et puis les milices qui opèrent en Irak et en Syrie. Le président de la République dit qu'il faut éviter que ça soit un coup chacun. Du côté iranien, on dit ce matin, c'est fini. C'est terminé, il n'y a plus rien à voir, Benaouda. Oui, vous prenez l'ensemble des agences de presse selon les différents courants du pouvoir iranien, le chef d'état-major, le chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Tous disent que c'était une opération calibrée et que maintenant le dossier est clos, si tant est qu'Israël accepte que le dossier soit clos. Marc Rocher. Tout à fait, évidemment, dans la même direction. Ce que je dirais aussi, puisqu'on est ici dans une tribune économique, c'est que ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche est très important sur le plan des technologies. On a pu démontrer, grâce à l'intervention américaine, israélienne, son dôme de fer, française apparemment, britannique, qu'on pouvait stopper une attaque massive. On parle de 200 à 300 projectiles, missiles ou autres bombes planantes, et cela a été arrêté à un taux apparemment très élevé de succès à 99%. Ça veut donc dire derrière qu'il va y avoir maintenant encore plus d'investissements dans la recherche, dans la production de protection aérienne, parce qu'après tout ce qui s'est passé cette nuit, enfin la nuit précédente dans cette région, ce qui se passe en Ukraine, va amener tous les pays à dire après tout pourquoi je me protégerai pas aussi. Donc l'opération, elle a bien sûr un côté éminemment politique, relation dans toute cette zone qui est au bord de l'embrasement, mais elle a aussi un aspect fondamental. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on stoppe une attaque aussi massive. Ça veut donc dire qu'il y avait des moyens en face et que ces moyens, on va devoir les développer maintenant, parce que personne ne comprendrait qu'on soit capable d'intercepter 300 missiles iraniens et qu'on soit pas capable de protéger
l'Europe, voire l'Ukraine. Donc, toutes ces questions vont être sur la table. Et sur le plan économique, ça va forcément débaucher sur des investissements massifs dans le domaine aéronautique, dans le domaine militaire, dans le domaine de ces engins de destruction. On va reparler avec Christian Parizeau dans un instant du marché de l'armement. Mais juste, David Rigoulet-Rose, ce qui veut dire, là, quand on entend Marc Rochet, que finalement, pour Israël, on est quand même face à une victoire de son armement, de la manière dont elle a réussi à contrer la riposte. Oui, c'est notamment là-dessus qu'insiste Joe Biden pour éviter justement une réponse israélienne en disant à Benjamin Netanyahou que finalement c'est un succès technologique pour Israël. Et que c'est un échec militaire pour l'Iran, et donc il faut s'en tenir là. Mais les choses ne sont pas aussi simples en réalité. Parce que s'il est incontestable que la frappe iranienne a été, on va dire, relativement calibrée, avec des choix de cibles mesurés, et puis surtout le temps d'intercepter, puisque ça prend plusieurs heures, les drones et les missiles, mais on n'est pas dans la situation où il y aurait une déflagration ouverte, par exemple avec le Hezbollah, qui dispose de 150 000 missiles. Et là, le système Iron Dome, il est saturé en 24 heures. C'est le problème, les Israéliens le savent très bien. Donc la question de la dissuasion demeure posée, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec les mêmes questions qui étaient celles concernant l'Iran avant la frappe de l'Iran, à savoir quelle sera éventuellement la réponse israélienne et à quel niveau. Il y en aura une certainement, vraisemblablement, pas forcément de manière immédiate, mais il y en aura une parce que les Israéliens ne peuvent pas accepter le principe que leur territoire a été directement visé. Et donc là, il y aura un arbitrage effectivement qui devra prendre en compte les demandes américaines d'éviter une escalade. Et un ancien chef d'Amman, qui est les services de renseignement militaire, Tamir Eman, a dit que de toute façon, il y aurait une réponse, effectivement. La question, c'est quand et comment. Il y aura une réponse, Benahouda, aussi parce que politiquement, ça n'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Oui, de part du côté d'Israël. Hein. C'est une question de crédibilité régionale, nationale, régionale et internationale de part et d'autre. Alors jusqu'où on place cette crédibilité de part et d'autre, c'est la question, l'interrogation, en fonction, là encore une fois, de paramètres de politique intérieure et de politique extérieure. Et ça ne dépend pas uniquement d'une volonté de revanche de part et d'autre. C'est un point essentiel. Et d'un point aussi concernant l'appareil de frappe iranien, il va falloir quand même attendre de voir exactement ce qu'ils ont envoyé, quel type de drone et quel type de missile, parce que on ne sait pas pour l'heure s'ils ont envoyé des missiles balistiques, les missiles balistiques de pointe dont ils disposent. On ne sait pas quelle serait la riposte de ce point de vue-là israélienne. Donc de ce point de vue-là, il faut quand même encore attendre qu'on ait des éléments probants et d'attendre qu'éventuellement les services de renseignement militaire israéliens donnent des éléments à ce sujet. Vous n'avez pas forcément besoin d'une riposte quand vous abattez 99% d'une attaque. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une riposte israélienne. La riposte, elle a eu lieu. Ils ont intercepté avec les forces américaines, européennes, enfin qui étaient engagées. Ils ont stoppé l'attaque. Donc pourquoi ce riposte ? Mais c'est la violation du ciel qui, elle, est historique. Et beaucoup de ces engins ont été interceptés sur les pays au-dessus des pays arabes. Très peu sur Israël. Sur la Jordanie, sur la Syrie, une partie sur l'Arabie Saoudite, parce que ceux qui venaient du Yémen ont dû passer au-dessus de l'Arabie Saoudite. Ils ont été interceptés là-bas. Personne n'a bougé. Donc, bon, on verra. Ça peut juste justifier une poursuite des opérations au niveau de la bande de Gaza, de par Rafah, exemple, ou autre. Et je pense que ça va renforcer plutôt la détermination d'Israël d'aller jusqu'au bout au niveau de la bande de Gaza. Donc, plus, la mauvaise nouvelle est plus, la mauvaise nouvelle, à mon avis, est plus à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une sortie rapide et un cessez-le-feu rapide au niveau de la bande de Gaza. Donc, ça veut dire que ce risque, il va persister. Parce qu'on a toujours un risque de dérapage à ce niveau-là. David Rigoulet-Rose, sur la question de Rafah, autour de la bande de Gaza, c'est là où, en fait, potentiellement, la riposte va se faire. Ce sera pas la riposte à la frappe iranienne, c'est deux choses différentes, même si c'est connecté évidemment. En revanche, effectivement, il y aura vraisemblablement un parachèvement de l'opération militaire, et ce d'autant plus que le Hamas vient de faire savoir que il jugeait irrecevable la dernière proposition qui lui avait été faite, en maintenant donc ses exigences maximalistes initiales finalement, c'est-à-dire le retrait des troupes israéliennes, un cessez-le-feu pérenne, avant toute
toute négociation effective sur les otages, sur lesquels d'ailleurs il y a un grand point d'interrogation parce qu'on ne sait pas aujourd'hui combien sont vivants ou pas. Donc de toute façon, effectivement, ça va accélérer probablement les événements sur l'enclave de Gaza, et d'autant plus que les regards israéliens sont portés sur d'autres directions. Je voudrais juste qu'on revienne une seconde sur le marché de l'armement dont parlait Marc Rochet il y a un instant. En France, on voit un redémarrage, clairement, de toute notre industrie de l'armement. Là, ça va s'accélérer avec cette démonstration. Il y a ce dôme qui fait très envie aux Ukrainiens également. C'est un nouveau pont pour notre croissance. Alors oui, hélas, je dirais presque, non, mais c'est vrai, on le voit de toute façon. Vous avez vu peut-être ce week-end la BEI qui va de nouveau pouvoir prêter. Alors qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas le faire, mais qu'elle va pouvoir prêter. Alors pas directement, pas pour acheter des canons, mais indirectement pour développer et ça c'est important, notamment pour les pays européens de l'Est de l'Europe qui peuvent avoir des financements à très peu cher pour justement ces investissements. Et puis on le sent maintenant, depuis la guerre en Ukraine, on a changé, on a tourné et on le voit très clairement dans les carnets de commandes. Alors l'enjeu de l'Europe aujourd'hui, c'est de ne pas dépendre des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les grands gagnants de ça reste quand même les États-Unis, et les principales commandes militaires vont aux États-Unis pour le moment, et on le voit à travers la performance de l'économie américaine. On ne le dit pas assez, il y a de la dépense publique, mais il y a aussi quand même beaucoup d'effets du secteur de la défense qui profitent des dépenses européennes. Donc l'enjeu de l'Europe aujourd'hui, c'est de devenir aussi indépendant au niveau de sa défense, et ça passera naturellement par des investissements assez importants. Alors ça tombe mal au moment où on parle de comptes publics contraints, de dépenses contraintes, mais là il y a des vrais choix à faire, et je pense qu'on a compris qu'aujourd'hui il y a un coût pour être en sécurité, et que ce coût aujourd'hui ne peut pas être mis de côté. Et donc le gros effort sera surtout sur les pays de l'Est de l'Europe, qui ont vraiment sous-traité aux États-Unis leur défense, mais je pense que la France peut en profiter indirectement. Mais encore une fois, la concurrence avec les États-Unis va être rude. Elle ne peut être que l'ensemble des pays européens, de l'Europe occidentale. Voilà. La France a d'énormes moyens technologiques, d'innovation, de fabrication, mais il faut le faire à plusieurs pour être. Oui, mais l'Europe de la défense, on en est où? L'Europe de la défense, oui, mais elle a franchi encore un pas cette nuit-là. Elle a gagné un petit peu. Et on y va de plus en plus. Pour ce qui concerne les drones militaires, c'est plutôt le Moyen-Orient de la défense qui est en avance. En Ukraine, ce sont des drones militaires turcs qui sont à l'œuvre. Du côté de l'armée ukrainienne et iranien du côté de l'armée russe. Donc ce sont des drones iraniens contre des drones turcs dans la guerre russo-ukrainienne qui sont à l'œuvre. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi des atouts stratégiques industriels dans cette région-là qui sont peut-être extrêmement sous-estimés ici, avec l'idée que seuls certains États comme la Chine, les États-Unis ou l'Allemagne seraient capables de produire de l'armement en masse et de l'armement efficace. Merci à tous les quatre d'être venus ce matin.